Alors, si l'objectif n'est pas tout à fait clair, il est difficile de le réaliser. Donc, c'est arrêté à ce niveau-là. Donc, maintenant, on va aller un peu plus loin et on va parler de ces objectifs. C'est ce qu'on appelle la planification de la performance. C'est-à-dire que pour être performant, il ne s'agit pas d'essayer de faire bien, il faut planifier ça et il faut arriver, bien entendu, à des résultats qu'on a déjà programmés, qu'on a déjà mis c'est-à-dire en prévision sur ce que nous voulons atteindre. Donc, premièrement, si je parle de planification de la performance, ben, je vais dire que la planification de la performance va dépendre ou est située à deux niveaux. Quand on veut de la performance, la première, c'est qu'est-ce qu'on veut? C'est la mission. C'est pourquoi on veut faire ça. Une entreprise qui travaille et qui essaie de faire des résultats, qui essaie de se faire de l'argent, mais aussi, je vous ai dit la dernière fois, que l'argent, c'est un but important pour l'entreprise, mais il y a un but avant l'argent, c'est pourquoi elle est là, cette entreprise. C'est-à-dire pourquoi l'entreprise existe-t-elle? Quel est son idéal? Que cherche-t-elle à accomplir? ماهيش قضية غير مال وأموال، بصح أهمية هذه الشركة في المجتمع وشنو هي؟ Quelle est l'importance de l'entreprise dans la société? C'est pour ça qu'aujourd'hui, راكم تشوفوا باللي beaucoup d'entreprises, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils essaient d'aider. Ils font des dons à la société. Ils essaient d'aider par le biais des associations. Donc, ils essaient d'avoir un rôle social à l'intérieur de leur pays et non pas seulement gagner de l'argent. Donc, cette idée de gagner de l'argent seulement, c'est une idée un peu ancienne et qui a changé aujourd'hui. Eh bien, l'entreprise aujourd'hui, ce n'est pas seulement gagner de l'argent, c'est aussi être utile socialement à la société et donc apporter quelque chose de nouveau au développement et au développement donc de la société. Il y a un deuxième point et qui est l'objectif, le vers où. Comme la mission, c'est pourquoi l'entreprise est là. L'objectif, c'est aller où? Comment atteindre cette mission? Comment arriver à réaliser cette mission-là? Et donc, vers où, ça veut dire quel est le but à atteindre, premièrement. Est-ce que c'est comme exemple, je vous ai donné ici, augmenter sa part de marché, c'est-à-dire être plus important sur le marché, avoir plus de place, avoir plus de gains, plus d'influence, améliorer sa rentabilité ou bien augmenter la notoriété de la marque, c'est-à-dire que la marque de notre produit devient importante dans une région donnée. Et bien entendu, ces objectifs, ils doivent, comme je vous l'ai dit avant, être mesurables dans le temps. C'est-à-dire, je peux savoir est-ce que je suis arrivé ou bien est-ce que je vais arriver, est-ce que je suis proche d'atteindre l'objectif ou pas. Donc, il ne s'agit pas de dire, par exemple, je veux devenir riche. Je veux devenir riche n'est pas un objectif. C'est un rêve, c'est un souhait, mais ce n'est pas un objectif. Il faut le définir dans le temps, quantitativement et qualitativement. Et donc, planifier la performance, c'est avoir une mission pour l'entreprise et aussi définir des objectifs très clairs où je sais où est-ce que je vais. Maintenant, les différents types d'objectifs, on en a beaucoup et pour une entreprise, définir les objectifs, c'est d'abord, on a trois types d'objectifs. On a ce qu'on appelle les objectifs stratégiques, les objectifs tactiques et les objectifs opérationnels. Dans la réalité, je vais vous donner un exemple. Thomas, quand vous faites vos études, bien entendu, vous avez arrivé en L3,
donc vous allez avoir votre licence. Au fond, vous n'avez pas fait ça ou vous n'avez pas programmé ça il y a une année. Vous avez programmé d'arriver à avoir une licence, etc., depuis que vous êtes peut-être au lycée ou bien au CEM. Et donc, cet objectif d'atteindre l'université et d'avoir un diplôme universitaire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait au moins 10 ans que vous avez programmé ça, tout en faisant des études. Bien entendu, vos parents vous ont programmé ça, mais c'était votre but, votre objectif. Et ça, lorsqu'on parle d'objectif qui est sur des années, on parle d'objectifs stratégiques. C'est-à-dire, les objectifs stratégiques sont définis par la finalité de l'organisation. C'est-à-dire, cette organisation, cette entreprise, même les personnes, quelle est la finalité؟ واش هو الهدف نوعا ما نقولوا النهائي او اللي نلحقوا ليه مع التالي كما نقولوا حنايا تجي تقدر توصل انك تحقق شهاده. هذا سي ان اوبجيكتيف ستراتيجيك سي sur plusieurs années. Donc, ça ne se programme pas comme ça. Et donc, ils dépendent à la fois des ressources pour les entreprises, donc tout ce qui est matériel, immatériel, humain, financier, etc. Et aussi, elles dépendent de son environnement. Donc, il faut avoir les moyens pour réaliser les objectifs et en même temps le réaliser dans un environnement qui soit favorable. Des fois, on a des objectifs qu'on ne peut pas réaliser dans un environnement défini. Donc, il faut que vous ayez les moyens et en même temps l'environnement dans lequel vous pouvez réaliser cet objectif. Donc, et quand on dit il vise, les objectifs stratégiques visent la pérennité du système, c'est-à-dire quand on fait des objectifs stratégiques, c'est sur le long terme, c'est très loin, c'est sur 20 ans, sur 30 ans. Et donc, le fait de dire je veux atteindre cet objectif dans 30 ans, c'est-à-dire que vous êtes en train de parler d'une entreprise qui va rester sur le marché pendant 30 ans. C'est ce qu'on appelle la pérennité de l'entreprise et qui dépend de son système. C'est-à-dire, si elle a un système efficace, elle peut rester. Sinon, elle risque de partir en faillite. Donc, si vous faites des objectifs à très long terme, c'est que vous avez l'intention de rester sur le marché très, très longtemps. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'entreprises, différentes entreprises, qui sont là sur le marché depuis très longtemps. Je vais donner des exemples d'entreprises algériennes, hein, qui Mahmoud Boualem, par exemple, les boissons gazeuses, il est là depuis les années 1800. Hein, donc ça fait plus de 100 ans qu'il est là, ça fait presque 150 ans qu'il est là, Mahmoud Boualem. Et donc, lorsqu'il commence et lorsqu'on commence à travailler une entreprise et faire en sorte qu'elle soit là, donc on lui programme des objectifs stratégiques. C'est pour ça qu'on parle de long terme et de finalité, et aussi donc, dans ce cas, on parle de la performance globale. On parle aussi des objectifs tactiques, et les objectifs tactiques concernent l'encadrement et visent les effets sur le moyen terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos objectifs stratégiques ne peuvent pas être atteints si on ne les découpe pas en petits objectifs plus petits qu'on appelle les objectifs tactiques. C'est-à-dire, si vous avez un objectif sur 10 ans, vous allez maintenant le découper en 3 ou 4, et donc vous allez avoir des objectifs tactiques qui seront sur 2-3 ans. Par exemple, si je parle de vos études, et quand vous aviez l'intention de faire des études supérieures et d'aller à l'université, eh bien, ça n'a pas commencé le jour où vous avez eu votre bac, mais ça a commencé peut-être pendant le CEM. Donc, on peut dire sur les 10 ans, l'université ou 4 ans de CEM, 3 ans de lycée, plus 3 ans de licence, le master, encore 2 ans. Donc, ça fait près de 10 ans, 10, 11 ans, celui qui veut faire un doctorat et qui a pour objectif stratégique le plus loin, la finalité c'est un doctorat, il va aller jusqu'à 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et donc, pour programmer un objectif stratégique de 10 ans, on le divise en plusieurs parties. Eh bien, il faut d'abord faire le CEM, donc c'est 4 ans. C'est un premier objectif tactique. Ensuite, il faut faire le lycée, c'est 3 ans, c'est un deuxième objectif tactique. Et ensuite, il faut faire la licence, c'est 3 ans, c'est un troisième objectif tactique. Et pour ceux qui vont vers le master, ça va être encore 2 ans, c'est un autre objectif tactique.
Et ceux qui font le doctorat, ça va être 3 ou 4 ou 5 ans en plus. Donc, vous voyez, les objectifs stratégiques sont divisés en objectifs plus petits, qu'on appelle tactiques, qui sont de l'ordre de 2, 3 ans jusqu'à 4 ans. Et donc, ces objectifs, par exemple, maintenant, je reviens à l'entreprise. Par exemple, pour l'entreprise, on peut, l'exemple que je vous ai cité, atteindre une position particulière sur le marché ou part du marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, que je suis juste sur le marché aujourd'hui. Alors, combien ma production, c'est-à-dire combien quantitativement je produis. On sait, par exemple, il y a des produits, que ce soit du shampoing ou bien des gâteaux, des biscuits, ou bien des parfums, ou bien tout ce que vous voulez, des pièces mécaniques. Je vois que je peux produire 1% de tout ce qui est produit sur le marché national. Eh bien, un objectif tactique serait, j'aimerais bien dans 3 ans atteindre 10%, c'est-à-dire ma part du marché 10%, c'est-à-dire j'arrive à couvrir 10% de la production nationale d'un produit quelconque. Donc ça, c'est un objectif tactique. Il est réalisé sur 3 ou 4 ou 5 ans. D'accord? On peut avoir d'autres objectifs comme concevoir, produire et vendre un produit permettant une marge bénéficiaire de 20%. Aujourd'hui, par exemple, à l'Enerbah, 5% de marge bénéficiaire, eh bien, j'aimerais arriver et atteindre un objectif qui est avoir une marge bénéficiaire de 20%. Donc, il va falloir que je développe la qualité, il va falloir que je développe la, la, productivité, le service après-vente, etc., pour pouvoir atteindre ces 20%, par exemple. Et donc, en même temps, les objectifs tactiques permettent de garantir la compétitivité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Les autres entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Donc, si je vois qu'une entreprise vend plus que moi aujourd'hui, ou bien elle a un produit meilleur que le mien, il va falloir que je fasse un plan ou un objectif tactique sur les 2 ou 3 ans qui va me permettre de réaliser un produit qui sera meilleur que le produit de mon concurrent, une autre entreprise. D'accord? Maintenant, il y a les objectifs opérationnels. C'est quoi? C'est comment c'est-à-dire diviser l'objectif tactique en plusieurs petits objectifs. Et par exemple, je reviens à vos études. Donc, l'objectif tactique, c'est aller au lycée, ensuite un deuxième objectif, aller à l'université. Donc, si je prends le lycée, par exemple, vous avez 3 ans d'études. Donc, je peux diviser les 3 ans d'études en 3 parties chaque année, seconde, première, terminale. Et donc, automatiquement, je vais avoir un objectif opérationnel. Le premier, c'est passer de la seconde à la première. Et donc, automatiquement, je vais faire un plan, ce qu'on appelle un plan qui va permettre de mettre mes objectifs opérationnels. Donc, qu'est-ce que je dois faire la première année, lycée, la deuxième année, la troisième année pour atteindre l'université. Dans l'entreprise, eh bien, un objectif opérationnel, c'est, par exemple, moi, je veux vendre et je veux atteindre en objectif tactique, je veux atteindre un certain bénéfice, c'est-à-dire augmenter les bénéfices. Et bien, pour augmenter les bénéfices, je sais que je dois d'abord augmenter la qualité de mon produit. Donc, pour avoir plus de bénéfices, il faut que je vende plus et il faut que je vende un produit de qualité. Et donc, dans certains cas, il va falloir aussi que si je dis un produit de qualité, ça veut dire que tout mon produit qui doit être mis en vente dans les grandes surfaces, dans les, je ne sais pas, les cosmétiques, les épiceries, les top shops, etc., eh bien, il doit avoir une bonne qualité. Pour avoir une bonne qualité, par exemple, il faut atteindre, ici un exemple, un taux de rebut de 5%. Qu'est-ce que ça veut dire, rebut de 5%? Ça veut dire que mon produit, par exemple, si j'ai, disons, je dois produire en cosmétique, je vais dire, par exemple, si je dois produire 500 000 tubes de shampoing, et je sais que dans les 500 000 tubes de shampoing, probablement, je vais avoir quelques tubes qui vont être
c'est-à-dire avec défaut, et que je dois enlever, je ne peux pas vendre. Alors là, je dois faire attention à ne pas avoir un taux de tube qui soit avec des défauts supérieurs à 7%. C'est ce qu'on appelle le taux de rebut. Donc, c'est aussi bien le taux de refus de certains tubes, par exemple, de shampoing ou bien bouteille de parfum ou ce que vous voulez. Et donc, afin de faire ça, je dois faire en sorte d'avoir de bien surveiller ma qualité afin de ne pas perdre un taux important de mon produit. Parce que sur 100 tubes, si vous perdez 10 ou 15 tubes, eh ben, ça va être sur le dos de votre bénéfice. Eh ben, عندكم 10 ou 15 tubes que vous ne pourrez pas vendre. Et donc, automatiquement, c'est un moins au niveau des bénéfices. Donc, vous devez faire en sorte d'assurer une qualité supérieure pour pouvoir s'assurer que je vais avoir beaucoup de bénéfices. C'est pour ça que je parle de taux de rebut, c'est-à-dire le taux de refus d'un produit quelconque lorsque je suis en train de le produire, en train de le concevoir, etc. Je m'arrête quelques instants ici. Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions? Je n'entends rien. Rihab, tu es là? Chouchaoui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Est-ce qu'il y a des questions? non, il n'y a pas de... C'est clair? Bon, le cours, vous l'avez, hein? D'accord, on est d'accord. Oui. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire, vous l'avez déjà. Et donc, je suis en train de vous expliquer ça. Alors, les indicateurs de performance, c'est quoi? On a parlé des objectifs. On a dit qu'il faut définir ces objectifs, clairement. Maintenant, il faut définir les indicateurs. Les indicateurs, c'est quoi? C'est, si vous voulez, votre tableau de bord. C'est quels sont les paramètres qui vont vous permettre de savoir que effectivement vous êtes sur la bonne route, que vous êtes en train de réaliser votre objectif. C'est ça, par exemple, je vais prendre le cas d'une voiture. Une voiture, une voiture, vous êtes en train de conduire une voiture. Vous voyez bien que vous avez un tableau de bord. Vous avez la vitesse, vous avez l'essence, consommation d'essence, donc comme l'essence. Vous avez le tour minute, par exemple. Vous avez les indicateurs de chaleur. Est-ce que la voiture là est مليحة ولا بالك راهي تسخن peut-être qu'il y a un problème de perte d'eau, un problème d'huile. Donc, tous les indicateurs que vous voyez sur votre tableau de bord sur une voiture, ce sont ce qu'on appelle des indicateurs de performance. Donc, lorsque vous êtes en train de conduire, vous êtes en train en même temps de voir ces indicateurs et de voir est-ce que tout est normal. Lequel un indicateur, une lampe s'allume, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà, c'est ce qu'on appelle les indicateurs. Donc, les indicateurs vous permettent de savoir est-ce que vous êtes toujours sur la bonne voie, est-ce que vous êtes en train de réaliser vos objectifs, est-ce que vous êtes dans les temps, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans la quantité, c'est-à-dire vous êtes en train de produire réellement exactement ce que vous avez prévu, etc. C'est ce qu'on appelle les indicateurs de performance. Ça veut dire, si on voit bien, qu'est-ce qu'un indicateur de performance? Regardez bien, un indicateur est un événement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se passe. كان في البرودكسيون في الكاليتي في transport, etc. Donc c'est un fait, ce qu'on appelle un fait mesurable et déterminé par un calcul qui identifie de façon qualitative et quantitative donc une amélioration. Donc
ça me permet de mesurer exactement qu'est-ce qui se passe. Comme dans une voiture, je suis en train de faire la vitesse, je vois bien est-ce que je suis à 100 km/h, à 120, à 110. Est-ce que cette vitesse me permet d'arriver à ma destination dans les temps que j'ai prévus? Est-ce qu'il faut que je diminue la vitesse? Est-ce qu'il faut que j'augmente la vitesse, etc. Donc là, ça me donne une idée. Du comportement, ce qu'on appelle du comportement du procédé, soumis à examen au regard d'objectifs stratégiques. Donc, d'une manière générale, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'un indicateur, c'est un paramètre, un facteur mesurable qui me permet de savoir où est-ce que je suis. Par exemple, vous êtes dans l'entreprise, vous avez décidé de produire, par exemple, pour une firme, je ne sais pas, par exemple, pharmaceutique. Elle doit produire 500 000 ampoules d'un médicament quelconque pendant une semaine, par exemple. C'est un exemple comme ça. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est exactement ce qui se passe. Donc, 500 000 ampoules, et à la fin de la semaine, vous en produisez 400 000. Là, vous avez un indicateur. Ah, je suis un peu en retard. Il y a eu un problème. Pourquoi je ne suis pas arrivé? Ou bien vous êtes arrivé à produire 500 000 et vous dites, OK, je suis dans les temps. Je suis exactement dans mes quantités. Donc là, ça vous permet, hein, des indicateurs, de savoir où est-ce que vous en êtes. Et pourquoi on a besoin d'indicateurs de performance? Eh bien, c'est sûr, si généralement, lorsque vous avez une petite entreprise, hein, par exemple, comme une épicerie, peut-être que vous n'avez pas besoin spécialement de voir. Les indicateurs sont assez simples. راك عارف باللي جبتي كونتيتي تاع مارشانديز راك رايح تبيعها راك داير في بالك باللي تبيعها ابري اون سيمين وتعاود تجيب واحده اخرى et c'est assez simple. Mais surtout, les indicateurs deviennent très importants lorsque l'entreprise dépasse un certain niveau d'activité, c'est-à-dire tous les importants, tous les عندها بزاف, tous les complexes, tous les كبيرة, tous les عندها خدامين بزاف. Donc, on a beaucoup d'ouvriers, on a beaucoup d'activités, on a beaucoup de travail, et là, on ne peut plus. Les responsables ne peuvent plus simplement diriger au feeling. Au feeling, qu'est-ce que ça veut dire? À peu près l'impression, l'intuition. Je pense que ça va, je pense qu'on est bien. On ne peut pas travailler comme ça. Ça peut peut-être marcher un petit peu pour une toute petite entreprise, pour une épicerie, mais ça ne, même pour les épiceries, il doit y avoir des indicateurs, c'est-à-dire on doit avoir des indicateurs clairs qui nous permettent de savoir exactement où est-ce qu'on en suit, où est-ce qu'on est. Donc, les impressions subjectives de chacun peuvent être très loin de la réalité. Donc, on ne peut pas faire confiance aux واحد يقول لك راني عارف ابوبري عندي l'expérience, je sais à peu près كيفاه لازم. On ne parle pas de à peu près. Plus l'entreprise devient grande et plus il faut des indicateurs, des calculs, des courbes, des courbes de tendance pour savoir exactement où est-ce qu'on en est. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, on peut parler qu'est-ce qu'un bon indicateur. Et là, pour un bon indicateur, il doit satisfaire 6 paramètres suivants. Premièrement, la validité de l'indicateur. Ça veut dire, est-ce qu'il mesure exactement le résultat qu'on veut avoir, ou bien il n'est pas précis. C'est comme un exemple. Vous êtes en train de faire, Thomas, dans la spécialité génie des procédés, vous êtes en train d'utiliser, des fois, vous utilisez des appareils, comme des appareils d'analyse, d'accord? HPLC, ultraviolet, infrarouge, etc. Et tous ces appareils-là qu'on utilise, ils nous donnent des résultats. Ils nous disent oui, c'est bon. Est-ce que l'expérience a été réussie, etc. Mais comment je peux savoir que ce résultat qui a été donné par mon appareil, il est vrai? Peut-être bien que mon appareil me donne de faux résultats. Donc, la première des choses pour un bon indicateur, c'est de s'assurer de la validité de la mesure. C'est-à-dire, on est sûr que cet appareil me donne de vrais résultats, pas de faux résultats. D'accord? Lorsque je suis dans une voiture,
et que que j'avance et j'ai une certaine vitesse, je dois être sûr que si je vois 80 km/h, ce n'est pas 70, ce n'est pas 60 et ce n'est pas 120. Si mon indicateur n'est pas clair, j'ai un problème et donc je risque d'avoir de faux résultats. Donc, premièrement, la validité. Donc, il faut surtout calibrer, comme les appareils, comme les traits de mobilement en chimie, il faut les calibrer régulièrement. Donc, il faut toujours s'assurer avec des mesures de référence. Mon appareil me donne de vraies mesures réelles et non pas de fausses mesures. Ça, il faut être clair. Donc, la validité, la fiabilité. La fiabilité, c'est la mesure est-elle uniforme dans le temps? Ça veut dire, une réponse, il ne faut pas que je recommence, ça me donne autre chose. Donc, avec le temps, il y a quelque chose qui change et donc, automatiquement, je n'ai pas les mêmes mesures et donc je ne peux pas dire que mon appareil ou bien que mon système est fiable. Le même résultat et donc c'est ce qu'on appelle la reproductibilité du résultat. Donc, est-ce que mon indicateur est reproductible? Est-ce qu'il est fiable? Donc, premièrement, la validité, la mesure, mesure-t-il le résultat? Deuxièmement, la fiabilité, la mesure est-elle uniforme dans le temps? Troisièmement, la simplicité. Mon indicateur ne doit pas être complexe. Mais si le résultat اللي نجيبه لازم نروح نحطه dans une analyse ونحطه dans des équations باش هذوك les équations نكالكولي بهم حاجات اخرين pour qu'il donc il faut qu'il soit assez simple et qui me donne une information directe. Donc, l'information sera-t-il facile à recueillir et sera-t-elle, normalement, je vais corriger ça, sera-t-elle facile à recueillir et à analyser? Donc, il faut que mon indicateur me donne je dirais, des informations simples, claires et exploitables. ماشي compliqué اللي نحصل فيهم من بعد. Aussi, l'utilité. Est-ce que l'information اللي يعطيها لي l'indicateur, est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle me permet de prendre des décisions ou pas? Donc, l'information sera-t-elle utile à la prise de décision? Cinquièmement, nous avons la sensibilité. Et la sensibilité, c'est l'indicateur est-il sensible au changement lorsque le résultat change? Donc, est-ce que mon indicateur, lorsqu'il y a des changements de variables, me permet de savoir qu'il y a eu des changements et il me permet de savoir que je dois changer quelque chose. Donc, il m'indique les variations ou bien n'est-il pas sensible du tout et donc il peut y avoir des mesures qui sont plutôt erronées avec le temps. Donc, quand il y a des changements, est-ce que mon indicateur me permet de voir et de sentir ces changements sur le marché, par exemple? Qu'il y ait un changement de qualité? Est-ce qu'il y a un changement de vente? Est-ce qu'il y a sur le marché de nouveaux concurrents? Est-ce qu'il peut me donner toutes ces informations au moment voulu? Et à la fin, le sixième paramètre, c'est la faisabilité. Donc, le programme que je vais utiliser pour mon indicateur a-t-il les moyens de recueillir l'information? Donc, bien sûr, est-ce que mon indicateur est capable de recueillir l'information et de la traiter et de me donner ce dont j'ai besoin ou non? Donc là, c'est lorsque je parle de programmes, par exemple dans des programmes informatiques, dans des applications. Est-ce qu'ils me permettent assez facilement, lorsque j'introduis des données, il peut me donner des informations, les traiter, etc., assez facilement et assez rapidement. Donc, vous voyez, pour avoir donc, un indicateur qui soit valable, qui soit utile, qui soit exploitable, qui soit lui-même performant pour me donner les informations nécessaires afin que je puisse prendre des décisions, la validité, la fiabilité, la simplicité, l'utilité, la sensibilité et la faisabilité. Donc, avec ça, je peux parler d'un indicateur qui soit
fiable et un indicateur que je peux utiliser. Dans les entreprises, vous avez vraiment intérêt à avoir tout ça. Je vous donne un exemple. Vous connaissez Nokia. Nokia qui faisait des portables et qui était numéro 1 sur le marché. Alors, Nokia reste sur sa façon, sur sa stratégie, et Nokia n'a pas vraiment mesuré comme il faut ce qui se passait sur le marché, et donc automatiquement Nokia s'est retrouvé en deuxième position, ensuite en troisième, et ensuite elle est complètement partie. Maintenant, vous ne trouvez plus ou bien rarement, des portables de type Nokia. Pourquoi? Eh bien, elle n'a pas suivi. C'est peut-être bien ces indicateurs ne lui ont pas permis de savoir où est le changement et ce qu'il fallait changer. Et donc, automatiquement, elle n'a pas suivi les changements et elle n'a pas pu rester sur le marché des portables, par exemple. Et pourtant, Nokia c'était la plus grande entreprise de portables au début. Elle n'est plus aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il faut faire très attention, surtout qu'aujourd'hui, vous remarquerez que les changements sont très rapides. Les changements sont vraiment des fois très brusques. Et donc, automatiquement, il devient difficile de voir tout ce qui se passe, surtout que les changements deviennent très importants et deviennent automatiquement un peu des fois compliqués. Donc, suivre l'évolution, suivre les changements dans les entreprises, suivre ce qui se passe, particulièrement, je vais vous dire particulièrement dans le domaine informatique, où les changements se font très rapidement. Donc, si vous n'êtes pas informé au bon moment des variations, vous risquez de perdre le marché, vous risquez de perdre votre place assez facilement. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de veille technologique. Ça veut dire qu'on doit suivre le développement technologique, on doit suivre le développement de l'innovation afin de savoir où est-ce qu'on est et est-ce qu'il faut faire quelque chose, est-ce qu'il faut produire quelque chose de nouveau et parce que les concurrents sont en train de faire la même chose et donc l'innovation, je vais vous dire, est un des domaines les plus importants et un des facteurs les plus stratégiques dans la vie d'une entreprise. Si une entreprise n'arrive pas à innover et à innover assez rapidement, eh bien, elle risque d'aller en faillite et de mourir. Voilà, d'une manière générale, le cours d'aujourd'hui. On aura bien entendu terminé le cours de la performance. Je vous ai donné une idée globale. Est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste quelques minutes seulement. Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur. Est-ce que tout est clair? Oui. Très bien. Donc, comme je vous l'ai dit, on continue. Est-ce que vous êtes libre ou bien j'ai l'intention de faire le mardi, Inch'Allah, on va faire 2 par semaine, 2 cours par semaine. D'accord? D'accord? Oui, monsieur, très bien. Très bien. Donc là, le cours a été enregistré. Je vous l'enverrai par la suite, ou là, si vous en avez besoin. D'accord? D'accord, merci. Alors, avec ça, on aura terminé pour aujourd'hui. Alors, le mardi, Inch'Allah, le même horaire, Inch'Allah, à 2 heures, on va voir la théorie des organisations et on va savoir comment les entreprises ont évolué dans le temps et quels sont les différents modes d'organisation et comment l'entreprise arrive à ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, avec ça, je vous remercie et sahab tolkom et Inch'Allah, Merci. Salam alaikum. Merci, monsieur, également.